Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Un homme, Hissène Habré, un procès, celui du premier ancien chef d'État africain jugé en Afrique et une condamnation, la perpétuité, c'est-à-dire la prison à vie. Une sentence confirmée en appel ce jeudi 27 avril 2017 par les chambres africaines extraordinaires. Hissène Habré, aujourd'hui âgé de 74 ans, finira ses jours en prison. Mais que retenir de ce procès? Peut-il faire école sur le continent? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Maître Kossi Kodnadji, vous êtes avocat au barreau d'Evry. Bienvenue, maître, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de m'avoir invité. Maître Issaka Zampaligré, vous êtes vous aussi avocat, mais au barreau de Paris. Merci, Maître Zampaligré, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Émile Boyogono, vous êtes vous socio-historien, chargé d'enseignement à Sciences Po Paris. Merci, Monsieur Boyogono, d'avoir accepté notre invitation. Idem. Son règne a duré 8 ans et aurait coûté la vie à au moins 40 000 de ses compatriotes. Il fallait donc juger Hissène Habré. Seulement voilà, la procédure qui a pris fin ce jeudi 27 avril 2017 est loin d'avoir fait l'unanimité, comme nous le montre ce sujet de la rédaction signé Deogracias Kodo. C'est l'épilogue d'une procédure présentée comme le symbole de la ténacité des victimes et de leurs partenaires de la société civile. C'est la première fois qu'un tribunal extraordinaire africain juge un ancien chef d'État du continent pour des violations des droits humains. Un sujet qui justement divise l'opinion publique. Certains remettent en cause la légitimité des chambres africaines qui ont mené la procédure judiciaire. Aujourd'hui, les chambres africaines, c'est terminé. Cette fantaisie, cette mascarade, c'est terminé. Il y avait de faux témoins, il y avait une fausseté complète sur ces prétendus charniers. Ce procès est une tâche pour l'Afrique, un pari perdu. Aujourd'hui âgé de 74 ans, l'ancien président tchadien Hissène Habré devrait purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays membre de l'Union africaine. Ce verdict final prononcé par les chambres africaines extraordinaires est pour certains une décision historique. Il devrait servir d'exemple pour d'autres dirigeants du continent. Ce procès a également révélé l'importance de la compétence universelle, un principe qui permet à des tribunaux nationaux de juger des crimes les plus graves, même lorsqu'ils ont été commis à l'étranger, par un étranger et contre des victimes étrangères. Mon sentiment personnel, sans fausse modestie, l'Afrique a atteint son objectif qui était de faire ce procès, prouver à la face du monde qu'elle était capable de juger ses propres enfants. C'était pas évident au départ, entre les doutes qui ont été émis et les colibés que nous avons enregistrés de la part des contempteurs de l'Afrique. Vraiment, l'objectif est atteint et bien atteint. Les organisations de défense des droits de l'homme saluent aujourd'hui la tenue d'un procès exemplaire, mais appellent vivement les juges à définir au plus tôt des procédures permettant l'examen des demandes de réparation de toutes les victimes. Messieurs, Hissène Habré n'a jamais reconnu au cours de la procédure, au cours donc de son procès, la légitimité des chambres africaines extraordinaires qu'il qualifie de tribunal néocolonial. Qu'est-ce qui, à vos yeux, pourrait justifier qu'on remette en cause la légitimité de ces chambres créées entre le Sénégal et l'Union africaine? Mais seul monsieur le condamné Hissène Habré aujourd'hui peut développer des arguments, mais il n'appartient pas à un délinquant de déterminer si oui ou non on peut le juger ou qui doit le juger. Nous savons que le point de départ de cette affaire, c'est cette convention qui a été signée entre le gouvernement de la République du Sénégal avec la Commission de l'Union africaine pour justement pouvoir poursuivre et sanctionner en fait tous les auteurs de crimes ayant été commis de 1982 au 1er décembre 1990. Alors, c'est un très bel exemple parce qu'on y a posé le cadre juridique dans cet accord qui contient une annexe avec tout un arsenal juridique
de mise en œuvre de cette justice qui devait normalement permettre de créer les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises. Donc pour vous, les chambres africaines extraordinaires jouissent de la même légitimité qu'ont pu jouir le tribunal ad hoc pour la Sierra Leone ou le TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Je ne vois pas de différence, Vous ne voyez sauf pas. que ce sont des Africains, des Noirs, qui se sont assis, ont instruit le dossier, l'ont été du bout en bout, jusqu'à la délivrance d'un verdict. Et ça, c'est possible. Je crois que tous les juristes africains peuvent faire exactement ce que d'autres, avec d'autres moyens, le font à la CPI. Que ce procès ait lieu à Dakar ou à N'Djamena, ça n'a aucune importance à vos yeux? C'est-à-dire que ce procès a eu lieu sur le continent africain, c'est ça qui est important. Ça, je crois qu'il faut le saluer. Et puis deuxièmement, il faut aussi reconnaître une certaine réalité, c'est que l'Union africaine a mandaté effectivement le Sénégal pour pouvoir organiser le procès. Pourquoi? Parce qu'effectivement, M. Hissène Habré avait un mandat d'arrêt du juge belge qui sollicitait son extradition. Alors je pose la question tout simplement à tous ceux qui... Et ça, c'est parce que ces victimes ont porté plainte en Belgique. Mais je vais dire... parce que l'Afrique traînait les pas que les victimes se sont portées vers la Belgique qui à son tour effectivement exigé. Oui, sur le fond, oui, vous avez raison. Mais je vais dire que effectivement, compte tenu du fait qu'on ne pouvait pas l'extrader, le Sénégal ne voulait pas, il fallait absolument qu'on trouve une solution pour le juger. Puisqu'il y a des victimes qui se plaignent et que, effectivement, le Sénégal... ne pouvant pas l'extrader pour XX raisons, on a trouvé effectivement une formule qui, à mon avis, est une bonne formule pour permettre quand même que les victimes puissent s'adresser à ce tribunal et ensuite que M. Hissène Habré, bien évidemment, développe ses moyens. Monsieur Boyoguiro, très rapidement, la question de la légitimité des chambres africaines extraordinaires est une fausse question. À vos yeux également, on l'a vu, Hissène Habré a refusé de s'exprimer au juge dont il a tout le long du procès contesté la légitimité. Alors, sur la question de la légitimité, les avocats ici ont répondu, notamment à l'accord avec l'Union africaine. Par contre, contrairement à ce que disent les éminents avocats qui m'entourent, il y a un point qui est fondamental. Et d'un point de vue, si on ne regarde pas le haut cette affaire, on va se rendre compte qu'effectivement, il y avait tout l'arsenal juridique qui était là, était présent. Par contre, il y a des qui donnent le sentiment que c'est un processus fondamentalement et foncièrement africain. Par contre, si on regarde les dynamiques en dessous, donc les gens derrière l'association des victimes, on va se rendre compte qu'il y a des Occidentaux, c'est transnational, ce n'est pas fondamentalement africain. Et il faut commencer à étudier la question depuis 1999. Tout à fait. La première, notamment avec l'émergence, du moins l'association de Reed Brody, le chasseur des dictateurs, de Human Rights Watch, qui a créé, qui s'est mis en contact avec l'association des victimes, notamment M. Souleymane. Alors si Souleymane Badi, pardon, Souleymane Gengeng, voilà, exactement. Souleymane Gengeng, qui est le président, qui est le fondateur de l'association des victimes. Donc, il y a une dynamique quand même transnationale et qui dépasse, qui sort du continent. Donc, ce n'est pas fondamentalement africain. D'accord. Par contre, ce n'est pas une faute. Hein. Par contre, ce n'est pas une faiblesse. Ça, et puis, sur la question de la légitimité, le défi de ce procès, Hissène Habré, était celui de lui donner un cachet qui respecte les standards internationaux, à savoir la garantie d'un procès équitable avec ce que vous appelez, vous techniciens, l'égalité des armes, qui préserve donc les droits de la défense. Est-ce que cet objectif a été atteint? Il avait le loisir de se présenter devant le juge belge qui, en vertu de sa compétence universelle, bien entendu. Et c'est là que je salue le point de départ de cette révolution judiciaire africaine. Vous appelez ça révolution judiciaire? Parce qu'il y a eu déjà un arrêt contre l'État de la République du Sénégal qui a été engagé par la Belgique et qui a été délivré le 20 juillet 2012 par la Cour internationale de justice. Tout à fait. Et qui dit ceci: poursuivre ou extrader. Donc le Sénégal n'avait plus tellement le choix.
C'est-à-dire en fonction de cette vérité incontournable, voilà, soit le Sénégal accepte l'arrangement africain de la Commission de l'Union africaine, soit on fait les pactages des bagages de M. Hissène Habré, accusé en son temps, et on le délivre au juge belge qui, normalement, veut l'entendre. D'accord, on a décidé de le juger à Dakar et ça a été fait. Un procès qui, à vos yeux, a respecté les normes internationales. Vous savez, un procès, c'est le fond et c'est la forme. Tout à fait. Alors, ce sont les deux facettes d'une même pièce. Le Code de procédure pénale contient les garanties de ce qu'on appelle une bonne justice. Et le Code pénal s'applique au fond pour dire qu'est-ce qui est appelé crime, qu'est-ce qui est appelé délit, ainsi de suite. Donc, les deux vont ensemble. Quelquefois, une question de forme peut amener à basculer complètement parce qu'elle touche même l'invalidation de l'accusation. C'est le cas des nullités qui sont des actions à nullité qui sont bien connues des avocats et qui sont mais cette question a été, à vos yeux, plus ou moins bien réglée de sorte que le procès, la condamnation, en tout cas la sentence finale... Il subsiste puisque j'ai dénombré en tout, au niveau des erreurs de procédure, que la partie de la défense de M. Habré a identifié. J'en ai dénombré 6. Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, c'est l'omission de statuer sur, en fait, une exception, de renvoyer, parce que, bon, voilà, ils avaient demandé que le procès soit renvoyé. Alors, ils ont dit qu'il y a eu aussi une lecture résumée de la décision, alors que c'était une lecture intégrale qui était nécessaire. Ils ont dit qu'il y a eu une omission dans l'identification des témoins, parce qu'une carte d'identité devait être produite. Nous l'avons vu dans l'élément qui est passé. L'un des avocats de Hissène Habré dit qu'ils ont fait comparaître de faux témoins. Ils ont auditionné de faux témoins, des gens qui n'ont jamais été témoins de quoi que ce soit, mais qui quand même ont pu témoigner devant les chambres africaines extraordinaires. Alors, vous pensez d'un que côté, tous les témoins ont on me dit oui. que M. Habré et ses avocats n'ont pas voulu ceci, cela. Oui. Les avocats ont été commis d'office. On nous dit d'autre part ensuite, après, que voilà, tout ça n'était pas vrai. C'était un... D'accord. Outre la question des témoins, il reste 2 points que vous devriez évoquer parmi les 6. Parmi les 6, il y avait aussi l'accusation d'avoir en fait pris des mesures sur les biens de l'accusé pour la réparation au profit des victimes. Oui. Ensuite, il y a l'absence de signature du jugement par les greffiers audiencés. Alors, vous savez, tout ça, c'est un peu la cuisine intérieure du droit. Ça suffit pour entraîner la nullité d'une décision de justice, quand même. Ce n'est pas forcément cela l'entendement de la Cour, puisque la Cour a eu, sur chacun des moyens développés par la défense, à objecter, en fait, des moyens contraires qui ont permis la validation de sa décision. Godnadi, il a évoqué un point important, c'est que même si le procès était africain, il y avait quand même des Européens qui y ont participé, ne serait-ce que financièrement. Oui, mais de toutes les façons, aujourd'hui, il faut savoir qu'on vit dans un monde qui est globalisé. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, il y a effectivement des soutiens qui sont multiformes, qui peuvent aider les victimes. Donc, dans ces conditions-là, moi, je considère que le fait qu'il y ait des Occidentaux qui aident les victimes, est-ce que cela va entraîner... Pas qui aident les victimes, mais qui sont derrière, en quelque sorte, au fonctionnement des chambres. Cela entache la crédibilité de la Chambre? C'est ça la question. Non. Ça n'entache pas, ça n'entache aucunement la crédibilité des chambres africaines extraordinaires. Les garanties procédurales ont été accordées. D'abord, ne serait-ce que par le statut même des chambres africaines, et ensuite par le code de procédure pénale sénégalais. Quand l'un des avocats de Hissène Habré parle de fantaisie, de mascarade, vous pensez qu'il est dans la critique négative, inutile? C'est une critique qui, à mon sens, est inutile. Donc, alors, très rapidement, laissez Maître finir très rapidement. Pour finir, ceci étant dit, je considère, pour ma part, que le silence gardé est un moyen de défense.
Comprenez-vous, Maître Gonnadi, comprenez-vous, Maître Gonnadi, que le président tchadien, le président Idriss Déby, qui était, entre autres, chef d'état-major de Hissène Habré, n'ait pas pu, ne serait-ce que comparaître à titre de témoin, en tant que témoin. Ça, il appartient effectivement aux avocats d'Hissène Habré, s'ils ont participé effectivement à la procédure jusqu'au bout, puisqu'il a refusé de poser le problème. De les citer. En tant que témoin. À comparaître. Voilà. Très rapidement, Alors, monsieur Émile deux points. Boyoguena. Premier point, très rapidement. Même si je considère que le procès est un procès transnational avec des acteurs transnationaux, ça ne veut pas dire que c'est une faiblesse. Au contraire, c'est la preuve d'un cosmopolitisme, c'est la preuve qu'on est tous en quête d'une société gouvernée de façon... on a de forger une jurisprudence internationale pour faire face aux crimes de masse sur le continent. On partage les mêmes valeurs pour la justice, la démocratie, la bonne gouvernance. Donc ce n'est pas une critique, au contraire, c'est une force. C'est une force. Mais il faut rappeler juste quelques éléments. L'affaire Hissène Habré, c'est 40 000 victimes. C'est ça. 40 000 victimes en 8 ans. 90 000 orphelins, entre autres. Voilà. Exact. Donc 1200 prisonniers, 12 000 dossiers retrouvés au moment de l'enquête de Human Rights Watch sur place. Donc il y a des éléments, simplement pour dire que si on prétend que c'est une mascarade, il faut quand même, il y a des éléments, il y a des pièces. Je ne suis pas juriste, mais je pense qu'on juge sur pièces. En gros, on retiendra que ce procès est une réussite africaine, une réussite judiciaire africaine. Alors, est-ce qu'il pourra désormais faire école sur le continent? Quelle peut en être à l'avenir sa portée? On en parle dans la deuxième partie de notre émission. Après une courte pause, à tout de suite. Merci.